Albinisme. Vous avez dit albinisme? La question reste entière lorsque l'on s'interroge sur la vie des personnes atteintes d'albinisme. Si aux États-Unis et en Europe, une personne sur 20 000 naît albinos, en Afrique, le recensement reste une affaire de volonté personnelle avant d'atteindre les centres décisionnels. Les chiffres accordent à l'albinisme un taux de prévalence d'une personne sur 4 000. Vous en avez rencontré au moins une fois dans votre vie, ces personnes au teint très laiteux, aux yeux fuyants et rougeâtres, cheveux jaunes, souvent affublées de noms comme Ndondo dans la zone centrale de l'Afrique ou Pouné au Sénégal. Souvent renfermées sur elles-mêmes, en public et pour cause, en Afrique, les traditions en ont fait des personnes mystérieuses à qui on prêterait des pouvoirs magiques, des porte-bonheur ou au contraire des êtres maléfiques. L'albinisme est selon le dictionnaire une maladie génétique due à une carence ou à une absence de mélanine, des personnes sur qui vous avez déjà posé un regard interrogateur. Enfin, cela c'était avant. L'enfant albinos vient au monde différent. Différent de l'enfant blanc ou de l'enfant à la peau un peu mate. Des 4 coins de l'Afrique où ils sont identifiés, ces derniers ont une expérience commune, celle d'être stigmatisés, de subir de la maltraitance. Depuis l'année dernière en 4e, je n'ai plus le droit de me lever pour aller au tableau pour regarder. Donc je suis obligée d'attendre que le cours finisse pour recopier chez un camarade. Donc pendant la correction, comme je ne pouvais pas recopier, j'essayais de suivre et donc il y avait du bruit. Donc le professeur il a décidé de faire une ronde pour voir qui avait copié ou pas. Et donc il a vu qu'il y avait certains élèves qui n'avaient pas copié. Et donc quand il arrive à mon niveau, je lui explique que non, je n'ai pas pu copier parce que je ne peux pas voir. À voulu dire ça, il ne veut pas. Donc il m'a mis dehors pour 3 jours, et il a convoqué mes parents. Et donc, pendant les 3 jours-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il a fait une interrogation. En tout cas, si on m'a relevé de notes, je me suis retrouvée avec un 0 en plus de mes autres notes. Alors il y avait un endroit où on m'avait demandé, je suis arrivée. Bon, j'ai senti un peu d'appréhension quand on m'a vu, toujours pareil, mais on m'a demandé de faire un test. On m'a testé, on m'a donné un texte que je devais saisir. Mais le problème, c'est que les écritures, le test qu'on m'avait donné était minuscule. D'accord. Et on m'a donné un temps précis pour le saisir. Donc je n'arrivais pas à la fois le saisir et lire à distance. Donc à chaque fois, j'étais obligée de mettre la feuille sous le nez et mémoriser les petits bouts où j'écris et ainsi de suite. Et à un moment, les femmes qui étaient aux alentours me regardant travailler, il y en a une qui a carrément pouffé de rire. Et j'ai regardé, j'entendais comme elle disait qu'elle mimait mon geste sur la feuille. Elle mimait et tout ça, et les autres aussi. Et puis il y en avait une qui lui faisait des gestes pour dire de se taire, de se calmer et tout ça. Mais j'ai bien vu ces gestes qui se sont déroulés pratiquement devant moi. Et évidemment, ça m'a fait mal parce que c'était de la moquerie. C'était carrément de la moquerie. Donc, du coup, évidemment, là non plus, on ne m'a pas appelé. Donc, voilà. Je suis allée passer le concours convenablement comme il fallait. Et après les résultats, j'étais admissible comme tout autre, comme il fallait passer 2 tours. Maintenant, au second tour, je suis allée passer l'oral comme tout autre. Au sorti de l'oral, l'un des membres ne pas porter atteinte à la personnalité. L'un des membres me signale que non, il ne fallait même pas parce que il y a une autre qui vient de sortir qu'on ne prend plus les albinos dans le corps enseignant. Un tort que l'on incombe toujours à la mère, celle qui a donné vie à cet enfant étrange, qui fait de la naissance un cauchemar. J'ai fait un constat, quand je passe à côté d'une certaine catégorie de personnes, surtout les femmes enceintes, elles ont toujours des gestes, elles font des pincements au niveau du ventre pour ne pas faire un enfant albinos.
Il y a d'autres catégories aussi. Quand je passe, soit elles tirent un cheveu au niveau des cils ou bien c'est carrément au niveau de la tête. Pour eux, ça signifie que bon, ça leur éloigne de la possibilité de faire un enfant albinos. Or, il en ressort que l'albinisme n'est pas une maladie contagieuse, c'est une maladie héréditaire. Bon, mon histoire, c'est par rapport à le mécontentement de ma famille par rapport à ma femme. Ma grande sœur a contesté pour que je ne puisse pas épouser une albinos. Oui. Et c'est elle, votre femme? Oui, c'est ma femme, Daniela. Donc, il y a eu un problème grave. Elle disait que je ne peux pas épouser une albinos parce qu'elle ne peut pas aller au champ, elle ne peut pas faire des travaux comme toute autre femme. Et ça a attiré des problèmes entre elle et ma belle-mère. Ils se sont bagarrés et jusqu'à que le problème est parti au tribunal. Carrément. Arrivé au tribunal, le procureur a demandé qu'elle puisse raconter l'histoire. Ma belle-mère a raconté l'histoire que ma grande sœur était mécontente que je puisse aimer sa fille. Et c'est comme ça qu'elle était relaxée, ma belle-mère là. Que le procureur lui a dit non, un albinos est une personne comme toute autre. Donc qu'elle soit albinos, c'est une femme. Donc si votre frère a décidé de l'aimer, vous ne devez pas contester. Comme en Tanzanie avec Martha Mganga, président de l'association Albinos Peacemaker, le Gabon a pour sa part Rosalie Ngwa, fondatrice de l'association de lutte pour le bien-être des albinos, en abrégé ALBA. Mère d'enfants albinos, Madame Rosalie Ngwa nous reçoit à son domicile pour nous édifier sur un combat qu'elle connaît bien, celui de la lutte pour le bien-être des albinos. Merci de nous recevoir chez vous. D'accord. Alors, dites-moi, Madame Ngwa, quelle est cette chose qui fait de vous, en fait, que vous soyez la personne la plus habilitée à parler de l'albinisme au Gabon? Habilité à parler, ben, je crois que tous les albinos sont habilités à parler. Les albinos sont plus habilités, je crois, à parler, mais c'est seulement qu'ils n'en parlent pas. D'accord. Moi, ils seraient plus habilités à en parler parce que ce sont des souffrances enfermées. Quand nous sommes dans l'association, quand nous sommes entre nous, les réunions commencent à 15h, à 22h encore parce qu'ils ont des choses à exprimer, ils ont des souffrances à exprimer. Et ils seraient normalement plus habilités à en parler que moi, mais ils n'en parlent pas. C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à en parler, à vous mettre en avant? Parce qu'ils n'en parlent pas. D'accord. Parce que les gens qui souffrent de ça n'en parlent pas. Et je peux dire que moi aussi j'en souffre parce que j'ai élevé 4 enfants albinos. Et c'est des souffrances que les parents ont. Et puis, c'est difficile. C'est difficile de scolariser un enfant albinos au quotidien, d'élever, en faire quelqu'un d'épanoui. Il faut trouver des stratégies, c'est difficile. Parlons de votre association. Depuis combien de temps est-ce qu'elle a été mise en place? Elle a été mise en place après mon traumatisme, quand mon fils a redoublé le CE1 en 1993. Quand même, oui. Oui. J'étais désemparée. J'avais envie de crier, j'ai envie de pleurer à l'injustice. Et je me suis dit qu'il y a sûrement, comme c'était à cause de l'albinisme, je me suis dit qu'il y avait d'autres personnes qui avaient sûrement subi la même chose que moi, ayant des enfants albinos. Et je les ai recherchés. Et j'ai vu qu'eux aussi étaient comme moi, désemparés. C'est quelque chose que... Je ne me rendais pas compte de ça, mais c'est quand je me suis approché des parents des albinos que je me suis rendu compte que c'était grave, quoi. Tous les parents avaient la même souffrance, mais la taisaient. Personne ne voulait en parler, les gens avaient honte. Déjà, les gens n'osaient même pas dire le mot albinos parlant de leurs enfants. Et ils faisaient semblant que ça n'existe pas. D'accord. Peut-on dire, par rapport à votre analyse, que naître albinos est un handicap? Sérieux. Sérieux. C'est un handicap très sérieux. Très sérieux. C'est un handicap sérieux parce que les gens qui ont une mobilité réduite, les gens qui sont sur chaise roulante,
on peut dire c'est des cicatrices. D'accord. C'est-à-dire que c'est leur état, alors que les albinos, le traitement qu'ils subissent les tue. Ils meurent quand même c'est un handicap qui tue. Voilà. C'est-à-dire que le traitement qu'ils subissent, la façon dont ils sont traités, leur longévité en dépend directement. C'est-à-dire qu'ils peuvent vivre 15 ans ou 60 ans en fonction de la qualité de leur vie. C'est pour ça que ça s'appelle le bien-être des albinos, parce que c'est le bien-être qui fait en sorte qu'ils vivent normalement, qu'ils aient leur longévité normale, et quand ils vivent mal, ils meurent avant. Donc vous êtes revenu sur le rôle de l'association, quel est votre rôle en fait au sein de l'association? Le rôle de l'association même. Le rôle de l'association est de faire en sorte que les albinos ne meurent plus si vite que ça. En quoi faisant? Essentiellement. D'accord, et quelles sont les activités pour qu'ils ne meurent pas si vite que ça, il faut qu'ils aient une vie normale. Or, quand on est albinos, on ne peut pas avoir une vie normale. On est stigmatisé, on est embêté, on a des problèmes qui aboutissent à une qualité de vie qui les fait mourir. Je vais dire qu'il les fait mourir. Pourquoi? Enfin, je peux développer? Oui, bien sûr. Parce que les mythes, les coutumes, l'animisme, l'ignorance font en sorte que dans chaque culture, quand une femme met un albinos au monde, ça commence. Les gens qui ne tuent pas les albinos demandent aux mamans de ne pas manger des crevettes, de ne pas manger des ananas, de ne pas manger du poisson, de ne pas manger ce qui est rouge, de ne pas manger ce qui est orange, etc. Or, le fait de ne pas manger ce qui est rouge, ce qui est orange, ce sont les vitamines A qu'elle ne mange pas. Quand elle mange du poisson, quand elle mange de la viande, du gibier, etc., au lieu de manger du poisson et des crevettes, elle accumule plus de radicaux libres que ceux qui se nourrissent de poissons et de crevettes. Ça veut dire que quand elle allaite, elle a une carence en vitamine A, une accumulation en radicaux libres. Donc, cette capacité à avoir le cancer qu'elle a, elle la transmet par le sein déjà à l'enfant à cause des interdits alimentaires avec lesquels les gens vivent dans nos cultures. Dans les cultures qui ne tuent pas, parce que les autres les tuent à la naissance, ça c'est autre chose. Mais ceux qui ne tuent pas, les albinos, ont toute une panoplie d'interdits qui créent chez la mère une carence qu'elle transmet à l'enfant, qu'elle allaite, et l'enfant reprend les mêmes habitudes de ne pas manger ci, de ne pas manger ça, il a la même carence, il est fragile, il a une santé fragile, il a la peau fragile, et comme sa peau n'a pas de mélanine, la mélanine qui permet d'éliminer les radicaux libres, c'est-à-dire d'éliminer ce qui donne le cancer, il ne l'élimine pas mais il l'avale. Et il ne prend pas ce qui le protège. Ce qui fait que, par exemple en Afrique de l'Ouest, à 15 ans, le cancer commence. Ici au Gabon, quand j'ai commencé à l'association, les gens démarraient le cancer à 20 ans, mais ils ne savaient même pas qu'ils avaient le cancer. C'est-à-dire que la carence en vitamines qu'ils ont attrapée à la naissance aboutit au cancer à 20 ans. Mais comme c'est une maladie qui tue très lentement, ça tue très très lentement, ils meurent un peu avant 40 ans. Mais les gens disent que les albinos ne meurent jamais parce que ça tue très lentement. Et comme c'est une maladie dévalorisante, parce que c'est du pu, c'est purulent, ça suinte, ça sent mauvais. Et quand on a quelqu'un à ça, sa famille le cache. Et comme sa famille le cache, les gens ne savent pas où il est parti. Et jusqu'à ce qu'il meure, et souvent le cancer commence sur le visage, et quand il meurt, le visage n'a presque plus de peau, c'est l'os, c'est des plaies, etc. On n'expose pas le cadavre. Et les gens ne voient pas les cadavres des albinos. Et ils disent qu'ils ne meurent pas. En fait, ils ne voient pas les cadavres des albinos. Pourquoi? Parce que... C'est tout un rituel, en fait, de fermer carrément. Oui, parce que déjà, 10 ans avant sa mort, les gens ne voulaient plus qu'on le voie. D'accord. C'est qu'entre le moment où on ne peut plus le regarder, le moment où il meurt, il peut se passer 10 ans. 10 ans, d'accord. Il ne meurt pas tout de suite, mais parce que c'est un cancer qui ne tue pas vite. Et il perd d'abord toute la peau, c'est du pu, c'est purulent, c'est douloureux. Et moi, quand j'ai commencé l'association, c'est parce que je voyais les gens qui avaient un cancer, quand ils mangent la nourriture, ils tombent par ici. Vous voyez, c'est affreux. Et ce genre d'individu-là ne vient pas en plein monde. Il n'est pas mort, mais il n'existe plus. Ce qui tue l'albinos au Gabon, c'est plutôt le manque d'informations, donc on peut le dire, le manque d'informations fiables
Voilà. Est-ce que l'association remplit ce besoin-là d'information auprès des parents C'est ce que nous avons d'abord essayé de faire, parce qu'il faut dire que le problème, c'est l'égoïsme des gens. Les albinos aisés s'en fichent de l'association. Les albinos qui sont dans l'association, ce sont les albinos qui ont trop de problèmes d'intégration, qui ont trop de problèmes de santé. C'est eux qui nous rejoignent. Et on n'a pas les moyens de faire un vrai travail. On ne peut pas leur dire de cotiser dans l'association. Donc la chose que nous faisons, on a des petits volets, on appelle ça le volet, où on donne des recommandations pour qu'ils sachent que ce qui les tue, c'est le soleil. C'est le soleil qui tue. Bon. Mais si on se protège du soleil et qu'on mange normalement, on vit normalement. C'est-à-dire que pour qu'un albinos ait une vie normale, une santé normale, c'est pas compliqué. Il suffit qu'il mette des habits longs manches, un chapeau, un grand parapluie noir et qu'il mange tout ce que les humains mangent pour qu'il ait une santé normale. Mais la société, effectivement, ne lui permet pas ça. Lui-même, il est bloqué parce que quand il a le chapeau, le parapluie, évidemment, les moqueries, les railleries, etc., il finit par laisser tomber et puis il a chaud. Et puis, mais sinon, on explique quand même aux gens que c'est apprendre à laisser. S'ils se laissent aller par le complexe, parce qu'ils ne peuvent pas s'habiller comme tout le monde, ils vont en mourir. Hein. D'accord. 1993, 2015, c'est ça qu'existe l'association. Vous êtes toujours au cœur de cette association-là en tant que fondatrice, mais quelles sont les personnes qui travaillent avec vous au sein même de l'association? On a de la chance. La présidente actuelle est albinos, ce que je voulais. Depuis longtemps, je veux qu'on ait la présidence d'un albinos. Et il s'est trouvé que la présidente actuelle, elle est albinos. D'accord. Hein, comment elle s'appelle? C'est ma fille. D'accord. Tsamgwa. D'accord. Elle a vu que c'est pas normal qu'on s'arrête parce qu'il y a eu des résultats. Hein. D'accord. Il y a eu des résultats. On arrivait à recevoir des crèmes de protection de la peau et on arrivait à sensibiliser les gens parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir des albinos qui étaient malades à l'époque où on a commencé, mais qui aujourd'hui ont 60 ans et ça va. C'est-à-dire qu'on a fait reculer la maladie, parce qu'on sait comment on peut faire pour faire reculer la maladie. Dans l'association, on informe, on donne toutes les astuces pour ceux qui ont des sous. Comment on peut faire avec de l'argent, comment on peut le faire sans argent. En fait, c'est ça que nous faisons. Nous prenons les albinos que nous rencontrons dans la rue, etc. On les appelle pour leur dire comment on fait pour ne pas mourir du cancer de la peau. Quand tu n'as pas d'argent, tu fais ça. Quand tu as de l'argent, tu fais ça. Voilà ce qui est plus facile, voilà ce qui est plus compliqué. Le travail de l'association est d'aller vers les albinos. Vous allez vers les albinos, d'accord. Et comment se passe le contact avec vos cibles ne sont qu'orientées vers les albinos ou vers les parents des albinos également? Parce que c'est tout un travail de sensibilisation. C'est-à-dire que si l'enfant est petit, on le suit jusqu'à chez lui et on explique. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est facile comme ça. Hein. On se fait jeter, on se fait insulter, on se fait... Bon, mais disons, 6 fois sur 10, on nous écoute. D'accord. Et au sein de l'association, à combien vous êtes au sein de l'association? Ceux qui se sont fait recenser, qui sont albinos, il y a 80. 80. Il y a 80. Uniquement au sein de l'association? Dans l'association, il y a 80 albinos qui sont déjà venus se faire recenser. D'accord. Et moi je parle des 80 albinos, mais dans les 80 albinos, c'est ceux qu'on compte des albinos. Hein. Mais parmi eux, il y a des enfants qui sont avec leurs parents. Et les parents sont plus actifs que les albinos. Pour s'occuper d'un enfant albinos, il faut un traitement particulier, je suppose. Comment ça se fait? Pas vrai. Ce qu'il y a, c'est que si la société était normale, il n'y aurait pas besoin d'un traitement particulier. Mais le problème qui se pose, c'est que l'albinos est voyant. Comme il est voyant, je peux dire qu'il est maltraité parce qu'il est voyant. L'albinos subit une maltraitance contre laquelle il faut se battre. Si on le laissait tranquille, le problème ne se poserait pas. Mais c'est qu'on ne le laisse jamais tranquille. Et puis, il y a aussi le problème que l'albinos, il y a quand même la carence de la mélanine et puis il y a une mauvaise vision. C'est-à-dire que les albinos sont les malvoyants. Et il faut les scolariser alors qu'ils ne voient pas bien. Si vous expliquez à un enseignant qu'il faut le laisser regarder au tableau, etc., mais l'enseignant se sent souvent agressé. Des fois, surtout quand je vais, par exemple, voir directement le censeur pour qu'il en informe les autres enseignants. Ah non, madame, hein, vous, le favoritisme, c'est ce que je ne vous dis pas. Ben alors, si vous avez un enfant qui n'est pas capable de voir, vous n'avez qu'à l'enlever de là, machin. Ils se sentent agressés carrément quand on essaie d'expliquer ça.
Alors que si on explique que l'enfant n'a pas de pied, par exemple, et qu'il faut un fauteuil roulant, il a un fauteuil roulant, donc mettez la passerelle pour qu'il passe. Les gens se sentiront pas agressés. Ils trouveront ça normal, ils vont le faire même si on ne leur demande pas. Mais si vous parlez d'un albinos qui ne voit pas bien, qui ne peut pas aller au soleil, mais des fois vous pouvez recevoir une gifle que vous prenez pour qui? Comment vous voulez vous venir privilégier votre enfant, mais vous le prenez pour qui? D'abord, ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Blanc. Hein? Non, mais c'est très rare de rencontrer une oreille attentive à ça. La majorité des enseignants se sentent agressés quand on leur demande de faire quelque chose parce que l'enfant voit mal ou bien parce que l'enfant a des coups de soleil. C'est très difficile de rencontrer un enseignant qui vous comprend. Ils se sentent agressés, mais vraiment, ils font la guerre pour vous montrer que vous n'allez pas m'influencer, en tout cas on ne va pas le privilégier. Et c'est ça qui fait que même si l'enfant a des capacités, des aptitudes réelles, importantes, mais la bagarre avec les enseignants va faire que les enfants tout à fait capables abandonnent en cours de route. D'accord. En dehors de l'association, est-ce que vous bénéficiez de soutien de quelques personnes, des personnalités, des individuels? Non. Et par rapport à l'État, a-t-il mis en place des dispositions pour des cas d'albinisme? On a demandé, mais on n'a pas eu de réponse. On a demandé, par exemple, à ce que, vous voyez, quand un albinos a des parents qui ne sont pas très actifs, il n'est pas scolarisé. Hein. Si vous avez des parents qui n'aiment pas le bruit et tout ça, l'enfant ne fera pas d'études. Hein. Il faut avoir des parents qui acceptent de se battre, de prendre le problème en main, etc. Et nous, on aurait bien voulu que ce soit l'État qui explique aux enseignants, aux gens responsables des albinos, que voilà leur problème, il faut les aider. Voyez. Et là, ce sont les parents qui doivent lutter. Presque, c'est presque eux, ils ne veulent pas, nous on essaye. C'est presque une guerre entre nous et les gens qui enseignent les albinos. Voyez, c'est ça. Mais sinon, nous on avait déjà fait la demande pour que, par exemple, un albinos qui salit sa copie à l'examen ne sait pas qu'il a gribouillé. Il ne sait pas que la gomme n'a pas bien effacé parce qu'il ne voit pas. Et donc, celui qui corrige la copie à l'examen voit une copie sale. Mais l'albinos n'est pas conscient du fait que sa copie est sale. Et on aurait bien voulu qu'on mette un tampon dessus pour que la personne qui va corriger la copie sache que c'est un malvoyant qui a rédigé ça. Quelles sont les activités proprement dites que vous faites au sein de l'association? À part, par exemple, pour la sensibilisation, vous avez parlé des crèmes solaires que... comme il existe des systèmes pour qu'en cas de coup de soleil, on fait cela. Pour supporter le soleil, par exemple, pour supporter le soleil, il y a les habits, il y a les chapeaux, il y a les grands parapluies noirs, qui fait qu'on n'a pas besoin d'acheter les crèmes solaires. Et puis, donc, ce qu'on fait essentiellement, c'est la sensibilisation pour sauver les vies. Et d'autres choses, c'est amener les parents à trouver des solutions pour pouvoir faire face au combat qui consiste à élever un enfant albinos. C'est un combat. Donc, comment faire, comment réagir dans telle situation, etc. C'est ce que l'association fait. Quelles sont les perspectives de l'association? À court terme, à long terme, à moyen terme? En ce moment, nous avons eu la chance parce que l'actuelle présidente, comme elle est médecin, elle a pu aller convaincre les autres médecins pour qu'à la CNAMGS, on puisse prendre en charge, pour les assurer, les crèmes cosmétiques. Parce que les cosmétiques, ce qu'on appelle les cosmétiques qui embellissent la peau, c'est des cosmétiques, c'est pour embellir la peau chez les gens normaux. Mais chez les albinos, ça empêche d'attraper le cancer de la peau. Et ça enlève les croûtes, ça enlève tout ce qui précède le cancer. Et ça permet, donc il y a déjà ça. Et maintenant, on arrive aussi, enfin, ils ont aussi négocié pour que, comme on distribue les fauteuils roulants aux handicapés, etc., si on pouvait aussi rembourser pour les albinos les crèmes contre le cancer. Et si vous aviez un message comme ça à donner à ces personnes qui nous regardent, qu'est-ce que ce serait? Laissez les albinos tranquilles. Arrêtez de les embêter. Arrêtez de les embêter. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oui, c'est tout. Merci aussi. C'est surtout vous que je remercie, hein, parce que je suis sûre que les gens qui embêtent les albinos, ce n'est pas par méchanceté. Ils ne se rendent pas compte de la teinte grave
qu'ils portent la personnalité de l'individu. Ils croient que c'est un jeu, or ce n'est pas un jeu. Ce sont des vies qu'ils mettent en jeu avec les jeux qui consistent à rire des souffrances des albinos. D'accord, merci beaucoup. Cette action tire à sa fin. Vous êtes dorénavant incollables sur la question de l'albinisme en Afrique grâce à la coopération des membres de l'association de lutte pour le bien-être des albinos. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.